c'était annoncé, les démocrates ont fait leur entrée politique, quoique toujours en attente de leur récépissé. Ce parti qui se rêve en porte-flambeau de l'opposition à Patrice Talon a égrené ici et là une litanie de griefs. Suppression du parrainage, participation au démembrement de la Sénat, audit de la liste électorale, entre autres, du déjà entendu pour la plupart. Mais pendant ce temps, on discutait du côté du palais des gouverneurs de Porto-Novo des modalités du parrainage. La Sénat à la rencontre des élus de la nation. Et si on devait en retenir un seul enseignement, ce serait que le député n'a visiblement aucune obligation de publier son parrainage. Et ces deux questions seront au cœur de notre duel de ce dimanche 25 octobre 2020. Le duel, c'est parti. Un nouveau visage sur notre plateau du duel de ce dimanche, c'est politique. Mathieu Coco, militant UP, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, en pleine forme? Très bien. Et je vous remercie aussi pour l'invitation. En face de lui, on va dire qu'il est un habitué de la maison et de ce plateau, Kamawa Sankari. Bonjour. Les démocrates, estampillés, les démocrates. Secrétaire administratif du parti Les Démocrates. Secrétaire administratif du parti Les Démocrates. Voilà, nous allons entrer dans le vif du sujet. Vous avez suivi la rentrée des démocrates. Selon les quelques griefs qu'ils ont énumérés, ils veulent la suppression du parrainage, la participation aux différents démembrements de la Sénat, un audit de la liste électorale. Parlons déjà de la suppression du parrainage. Est-ce que cette question est encore d'actualité? Merci beaucoup. Moi, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez d'abord à la question, et je remercie aussi les téléspectateurs qui nous suivent. Sur la question de la suppression du parrainage, je crois que le parti Les Démocrates, pour qu'ils m'excusent, je crois qu'ils sont arrivés trop tard dans un monde déjà trop vieux, parce que cette loi qui fixe le parrainage pour les élections présidentielles est votée depuis novembre 2019, d'accord, et ils étaient tous dans le pays. Je ne sais pas pourquoi il faut attendre les quelques mois aux élections présidentielles pour penser maintenant que le parrainage n'est pas utile pour les élections présidentielles. Encore que le vœu de mettre le parrainage dans le système pour essayer quand même de réduire un peu le nombre de candidatures que nous récoltons souvent pour les élections présidentielles, ce n'est pas un vœu du président Patrice Talon ni des députés donc de la législature actuelle. Je crois aussi que c'était déjà, depuis la mandature passée, que les députés voulaient déjà qu'on insère le système de parrainage pour éviter donc une caution de 250 millions aux candidats. Et déjà, à les entendre aussi, les démocrates comme les autres membres de l'opposition, cela était déjà un projet pour eux. Et ceci, je crois que c'est la classe politique qui gagne et que nous sommes là actuellement. Et le parrainage, je ne crois pas que nous sommes en mesure encore de faire un retour en arrière parce que la loi n'arrangerait pas certains. Une loi, c'est une loi, ça s'impose à tout le monde. Une loi, c'est une loi, ça s'impose à tout le monde. Une loi, c'est une loi, ça s'impose à tout le monde, comme il a dit. Oui. Mais au Bénin, la loi ne s'impose pas à tout le monde. La loi s'impose seulement aux opposants. Vous avez bien clairement dit, vous avez clairement dit que le code électoral a été voté en novembre 2019 et que ça devait s'imposer. Pas le code électoral, c'est la Constitution. La Constitution, ouais. Et le code électoral a été modifié pour qu'on puisse se conformer à la Constitution. Bien sûr. Mais le code électoral a été voté par les députés de la 8e législature qui sont là, mais on a été quand même surpris. À partir du moment que vous dites qu'une loi s'impose à tout le monde, que pour désigner les maires, nous sommes allés faire des lois interprétatives et explicatives. Pourquoi en ce moment, la loi ne s'impose pas à tout le monde? On ne peut pas voter une loi. Et quand ça crée des problèmes à la mouvance, on court à l'Assemblée pour se sortir du pétrin. Si vous savez que le parrainage qui a été institué par la fameuse constitution votée notamment, qui a été mise encore au niveau du code électoral, alors si vous n'avez pas modifié en temps
ce même code électoral, on pouvait dire une loi s'impose à tout le monde. Mais à partir du moment que vous pouvez courir pour changer, c'est que ce parrainage doit être ôté. Ça doit être ôté parce que, vous savez, les députés qui sont là, si vous êtes honnête, ils ne représentent pas le peuple. On a toujours revenu, je ne veux pas revenir tout le temps sur ça, mais vous devez comprendre que le parrainage tel qu'il est institué, où c'est les 83 députés qui sont à la sorte du pouvoir et les 77 maires qui doivent désigner les parrainages, que ça ne peut pas marcher pour les élections prochaines. Vous voyez, là où c'est intéressant, c'est que le président même a compris. Peut-être que vous qui êtes autour de vous n'avez pas compris que tout ce qu'il a fait ne le rend pas populaire. Et c'est pour là que Clément dit que tout ce qu'il a pris le risque d'être impopulaire. Il doit comprendre que s'il veut vraiment être populaire, s'il veut reprendre sa popularité, il y a des dispositions qu'il doit ôter. Et parmi ces dispositions, il y a la loi sur le parrainage. Et vous avez mis que ça permet de réduire le nombre de candidatures. Vous pensez que c'est passé à parrainage, que certains Thierry Adjovi n'ira pas avec son dossier à l'Assemblée? Il ira. Vous ne pouvez pas empêcher que les gens aient déposé. Mais ce que vous voulez faire, le parrainage vous permet, comme le certificat de conformité, vous voulez filtrer, vous voulez désigner vos adversaires. Et au Bénin, ça ne pourra pas se passer. Il faut que ça soit clair pour tous les téléspectateurs et pour le peuple noir. En 2021, aucune exclusion n'est possible. Ça, il faut qu'on le note dès à présent. Allez-y. Merci. J'ai suivi avec attention mon vis-à-vis. Je crois que au-delà de ce que nous tenons à aller aux élections présidentielles, il faut que nous cessions quand même de mettre un peu d'honnêteté dans notre dispositif politique, ou bien si nous voulons vraiment rester en politique, il faut que nous fassions les choses de façon avec un peu d'éthique. Est-ce que vous voyez? Le parti Les Démocrates qui aujourd'hui se réclame, d'accord, à dire que non, on ne peut pas faire, il faut ôter le parrainage. Il faut ôter le parrainage. C'est de la même façon que vous avez critiqué la charte politique, la charte des partis politiques. Ils l'ont critiqué, ils l'ont traité comme l'une des pires lois du monde entier. Mais aujourd'hui, c'est grâce à cette même charte qu'ils sont en train de se constituer. Ce qui veut dire que la loi qui a été mauvaise pour eux en avril 2019 est aujourd'hui bonne. Et ils sont en train de l'exploiter pour pouvoir se constituer en parti politique. C'est de la même façon que, comme vous aimez toujours venir après, c'est de la même façon que peut-être après 2021, vous verrez peut-être que le parrainage doit rester et on peut se conformer à ça et on peut avec ça aller aux élections présidentielles. Je voudrais vous dire que au-delà de ce que nous pensons que la constitution révisée est une constitution, vous révisez par donc une législature que vous traitez d'illégitime parce que pour vous, toutes les institutions de la République sont illégitimes. Mais pourtant, vous les parcourez tous les jours pour rendre visite à leur président, pour discuter avec leur président. Et quand ils finissent, ils viennent sur les plateaux de télévision, ils nous disent que les institutions sont illégitimes. Le Parlement, pour moi, c'est le Parlement de tous les Béninois. Mais bien sûr, parce que même si on allait aux élections, tous les Béninois votent, ils ne votent pas pour les députés qui vont à l'Assemblée nationale. Parce que vous allez voter, même si vous allez aux élections, parce que vous allez voter, les Béninois vont voter, mais ils ne vont pas forcément voter pour les députés qui sont à l'Assemblée nationale. Ils votent pour certains qui échouent, et ils ne votent pas pour d'autres, mais qui réussissent. C'est pour vous dire tout simplement que, à partir du moment où nous sommes passés, on a dépassé cette étape des élections législatives, le Parlement qui est installé est le Parlement du Bénin. C'est le Parlement de tous les Béninois. Et c'est ce Parlement qui vote des lois. Et quand la loi est votée, je vais continuer encore à le dire, ça s'impose à tous les Béninois. Et quand ça s'impose à nous, ce n'est pas parce que la loi ne nous arrange pas, nous on va se lever pour faire du bruit, pour dire on n'a qu'à changer, on n'a qu'à changer. Si ça ne vous arrange pas, il faut vous conformer à la loi. Il faut faire en sorte pour pouvoir rentrer dans la danse. Parce que ce n'est pas hier que cette loi a été votée pour qu'on nous demande que pour aller aux élections présidentielles, il faut avoir des parrains. Depuis novembre 2019. Et après ça, des élections ont été organisées. Des gens prennent sur eux le plaisir de dire nous on n'ira pas. On ne va pas partir. Nous n'irons pas. Et ils refusent d'aller aux élections pour ne pas avoir des élus. Et maintenant, au moment d'user donc du pouvoir des élus, on dit non, on n'a qu'à enlever ça dedans. C'est quoi ça là? Ce qui veut dire que quand vous allez à un examen, parce que vous n'avez pas appris des chapitres de cours, quand ça sort, vous dites non, ça là, on n'a qu'à enlever ça dedans, on n'a qu'à nous donner ceci. Ça ne marchera pas. C'est de la façon que vous aussi, vous pensez que ça ne marchera pas, que nous aussi, on pense que ça ne marchera pas parce que une loi, c'est une loi. On ne va pas attendre toujours des gens qui veulent toujours user de la fraude, qui veulent toujours user de d'esprits qui ne sont pas du tout clairs.
est venu donc pour se mettre du trouble dans le pays. Oui, c'est pas normal. Par rapport à ce système de parrainage, Eric Hundete, le président du parti, corrigez-moi si je le président du parti a assimilé ce système de parrainage à un système de fraude. Est-ce que c'est pas un peu tiré par les cheveux quand même? Non, c'est pas tiré par les cheveux. Vous voyez, le système de parrainage, c'est le seul moyen, comme le certificat de conformité pour les législatives, d'empêcher la compétition. Le parrainage, le Bénin n'a pas inventé le parrainage. Non, vous voyez, si vous me dites que le Bénin n'a pas inventé, je vais vous dire, en France, ils ont le parrainage. Non, parlons d'Afrique. Non, en Afrique, vous avez dit que le Bénin n'a pas inventé. En France, il a le parrainage. Mais plus de 40 000 élus, le candidat doit amener au plus 500. Regardez la différence. Ici, c'est 160, revenu à 159, où le candidat doit trouver 16 parrains. Et aujourd'hui, en pays, il n'a pas dit des élections exclusives. Dans les pays que vous citez, comme exemple, il n'a pas eu d'élections exclusives. Un chef d'État n'a pas décidé sur le sang des Béninois qu'on organise des élections législatives pour que ce soit lui, soit qu'il y ait des représentants à l'Assemblée. Donc, quand vous prenez l'exemple avec les autres pays, vous dites non, le contexte n'est pas le même. Là, il y a des élections législatives ouvertes, où l'opposition, comme la mouvance, a ses représentants. Et là, ils ont institué un parrainage avec un taux de pourcentage beaucoup moins important que ce qu'il y a ici. Donc, ne me dites pas que en France et dans d'autres pays qu'il y a le parrainage. Si, mais les conditions ne sont pas les mêmes. C'est dans ces mêmes pays que les gens ne refusent pas d'aller aux élections. Non, quand vous... Les gens ne refusent pas d'aller aux élections. Je ne comprends pas quelle est cette mouvance qui veut décider ou bien penser de ce que l'opposition pense. Ici, il faut que vous retourniez dans l'histoire récente du pays. L'opposition, je vous dis clairement, n'a jamais refusé de se conformer à la charte des partis politiques. Mais ils ont refusé d'aller aux élections. Non, je vais vous refaire un peu l'histoire. Ils ont refusé d'aller aux élections. Je vais vous faire l'histoire. On parle de 2019. Non, il faut qu'ils comprennent. Là, parle de 2019, pour dire que l'opposition vous êtes allé aux législatives. Aujourd'hui, on se plaint de n'avoir pas des élus. Je vous dis, moi j'étais membre de FCBE, parti d'opposition en ce moment. Oui. On a engagé la mise en conformité par rapport à la charte des partis politiques. On a déposé nos dossiers. On a eu le même jour avec les partis de la mouvance, le 5 février 2019, les observations. Ce qui veut dire que la procédure de mise en conformité de nous mettre en a été engagée. Donc quand vous dites que l'opposition a refusé de s'engager, je dis que vous ne connaissez pas l'histoire. Et il faut connaître, il faut suivre les événements. On était le premier parti. On était le premier parti à apporter les réponses aux observations le 13 février au ministère de l'Intérieur. Vous pouvez aller à l'histoire. Et on a communiqué là-dessus. Le 13 février et le 19 février, on a reçu des observations qui n'étaient pas mentionnées au 5 février. Donc ne lui dites pas que l'opposition ne peut pas aller. Au contraire, si vous avez tout fait, et si vous vous rappelez, à la rencontre au palais, le 25 février, le président n'a pas reconnu que le parti FCBE, c'était déjà fin de fois. On a organisé un congrès pour prendre en compte les observations. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis le 25 février qu'on a déposé les observations, jusqu'au 15 juillet, à la rencontre, le ministre de l'État a reconnu effectivement qu'ils n'ont pas répondu. Donc ne lui dites pas que l'opposition n'a pas voulu se conformer. L'opposition a voulu se conformer, mais le pouvoir ne pouvait pas accepter qu'une opposition aille aux élections. Oui, mais vous avez dit qu'on fait le tour des institutions de la République. Non. Vous n'allez jamais nous voir. Vous n'allez jamais voir le Parti Les Démocrates aller rencontrer le président de l'Assemblée. Parce que jusqu'à l'heure où je parle, le Bénin non considère que ce Parlement de sang ne peut pas représenter le peuple. Les élections qu'on a parcourues, vous allez voir ces élections qui étaient là avant l'avènement de ce Parlement. Donc, essayez de lire. Vous ne pouvez pas savoir ce que nous on pense. Nous, on sait ce qu'on rencontre et ce qu'on va rencontrer. Et on sait le message qu'on transmet. Et le message qu'on transmet, c'est de leur dire ils ont une grande responsabilité parce qu'ils étaient ceux présidents d'institutions qui ont validé l'exclusion. On leur a dit aujourd'hui que chacun reste dans son couloir. Ils ne sont pas qualifiés. Et s'ils rentrent dans ce jeu avec le chef de l'État, s'ils rentrent dans ce jeu, ils seront responsables de tout ce qui pourrait arriver. Et on ne veut plus qu'au Bénin, que des citoyens tombent parce que certains ne veulent pas la compétition, parce que certains veulent aller sur les élections. Et comme je l'ai dit au début, ça ne se passera pas. Il va répondre. Oui. Je voudrais quand même qu'on clarifie un peu. Ce que je voudrais que nous clarifions, c'est la volonté d'aller aux élections ou de ne pas aller aux élections. En 2019, je ne sais pas, vous avez quelle couleur vous avez dit à l'époque, vous étiez FCBE à l'époque. Et certains partis ont clairement décidé de ne pas aller aux élections. Et l'objectif affiché, c'était donc de bloquer le système
pour qu'on dise que, bon, voilà, les dates sont passées, le Bénin n'a pas un parlement, donc comment on fait, ainsi de suite. Parce que c'est vous-même qui avez voté cette charte des partis politiques, ou bien, monsieur? C'est vous qui avez voté cette charte. Le code électoral qui était querellé et la charte des partis politiques, c'était voté par des députés FCBE. En ce moment, le Parlement était légitime. Ou bien, en ce moment, le Parlement était légitime. Et ça a été voté à l'unanimité presque. Vous finissez de voter une loi à l'Assemblée, vous-même. Et vous sortez, vous dites que non, on ne peut pas dire qu'on n'a qu'à se conformer à ça, que c'est le pire code électoral ou bien le pire truc là que le monde entier n'ait jamais connu. C'est leur leader qui a dit ça. Comment voulez-vous qu'on pense qu'il y a une volonté à ce niveau-là de vouloir aller aux élections? Ça s'explique. Parce que c'est vous qui avez voté la loi. Il faut que les Béninois comprennent que ceux qui ont refusé de se conformer à cette loi, ou bien ceux qui jugent que la loi était très difficile, étaient ceux-là même qui avaient voté la loi. C'était les mêmes personnes. Donc il faut qu'on arrête donc de continuer à dire qu'il y a ci, il y a ça. Ils ont parlé de certificat de conformité. Le certificat de conformité s'imposait de fait. Parce que des délais ont été fixés dans la charte. Et quand on va rentrer en application de ces délais-là, on passera les élections sans que certains partis ne se conforment avant d'aller aux élections. Mais lorsque le parti réussit donc à avoir des élus à l'Assemblée nationale, alors qu'il ne s'est pas conformé à la nouvelle charte des partis politiques, qu'est-ce qui va se passer? Voilà comment le certificat de conformité s'est imposé de fait. Nous, on ne va pas revenir sur ça. Nous allons parler des prochaines échéances qui sont les élections présidentielles. L'élection présidentielle d'avril-mai 2021 se passera, à mon humble avis, et selon toute la majorité des Béninois, avec les tests en vigueur. Parce que ce n'est pas à l'approche de chaque élection qu'on va voir qui sont les enfants malheureux dedans, qui sont en train de pleurer, comment on va faire pour leur essuyer les larmes, aller remodérer les lois selon leur forme, aller faire comme ils veulent. Non. Non. Si vous voulez aller aux élections, sachez que c'est un processus qui commence désormais des élections législatives, passant par les élections communales pour aller aux élections présidentielles. Si vous n'êtes pas dedans, c'est que vous n'êtes pas dedans. Oui, une question par rapport au grief de votre parti, l'audit de la liste électorale. Oui, vous voyez, quand on instituait l'actualisation de la liste du fichier électoral, oui. On a voulu mettre en place un système pour que l'opposition puisse contrôler la majorité et que la majorité aussi puisse contrôler l'opposition. Et c'est pourquoi la composition du COSLEPI, vous avez vu, la majorité donne 5, la minorité 4, plus le directeur de l'état civil et le directeur de l'INSAE. Ce qui permettait à toutes les tendances politiques d'être représentées dans l'actualisation du fichier électoral. Parce que vous ne pouvez pas aller à une compétition et c'est un seul camp qui va vous présenter la liste électorale. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Depuis pratiquement 2 à 3 ans aujourd'hui, la liste électorale est manipulée par les gens de la mouvance présidentielle. Oui. Parce que quand vous dites... Non, c'est simple. Regardez, c'est quand même assez grave. Vous voyez, prenez la c'est quand même assez grave. Oui, je le dis. Parce que est manipulé, parce que c'est le COSLEPI qui est uniquement constitué de 11 membres, tous de la majorité présidentielle qui utilisent. L'opposition n'a pas un regard dedans. Mais si l'opposition n'a pas un regard, et vous voulez que... Donc c'est une suspicion, vous n'avez pas de preuve de manipulation? Non, je dis manipuler. Parce que ça fait l'objet d'une actualisation. Donc, si l'opposition n'a pas un regard, si celui qui doit vous contrôler, celui avec qui vous voulez aller en compétition, ne voit pas la liste que vous devez servir, comment vous voulez que cette personne puisse voir le travail que vous faites? Et je vous dis, dans cette liste, aucun opposant ne peut dire, voilà le contenu de cette liste. Et vous voulez qu'on puisse aller à une élection. Prenez le cas de Burkina tout récemment, où toutes les institutions sont représentées. Quand l'opposition a demandé l'audit, on a retrouvé plus de 1 million d'électeurs fictifs. Parce qu'ils ont audité. Pourquoi aujourd'hui, on refuse que chacun puisse regarder l'outil qui doit nous permettre d'aller à des élections? C'est ça le problème. L'audit qu'on demande, s'ils sont honnêtes, qu'ils ne préparent rien, s'ils sont honnêtes que le travail qui est fait est clean, ils ne devraient pas empêcher qu'un audit international puisse être fait. Parce que ça va permettre de rassurer. International. Oui, parce que s'ils estiment que nous, l'opposition qui demandait l'audit, qu'on n'est pas peut-être qualifié pour faire un audit raisonnable ou concret, on décide ensemble pour que des personnes extérieures, autres que mouvance et opposition, puissent auditer la liste. On va voir le contenu. S'ils estiment que le travail qui est fait est bon, je pense qu'on ira. Mais je suis sûr, avec les informations qu'on a,
qu'on a, parce qu'ils ne savent pas, nous, on a aussi nos sources, des hommes qu'on a. Si on ne dit pas, ça va être encore une escroquerie électorale qu'on va nous présenter en 2021. Et tout à l'heure, il a dit pour les élections d'avril et mai prochain. Mais je dis, vous vous trompez. Le mandat du président finit le 6 avril. Il n'y aura aucune élection présidentielle après le 6 avril. Après le 6 avril. Si c'est ce que vous pensez, ça ne se passera pas. Les élections auront lieu avant le 6 avril. Et je crois que le président aussi le sait. Sinon, d'ici avril, il va convoquer le corps avant. Parce qu'on ne peut pas accepter. Quand il prêtait serment, il a prêté serment pour 5 ans. On ne peut pas comprendre que des députés puissent encore donner 45 jours après. Et vous voulez défendre ça. Ça ne se passera pas. Sur cette question. Merci. Sur les deux d'ailleurs, l'audit et puis bon, par rapport à le mandat du président de la République. République. De la liste électorale, comme vous l'avez déjà dit à l'introduction, c'est déjà entendu. Et qu'à chaque régime, c'est une question qui revient. Demandez à mon vis-à-vis si en 2011, quand nous on a demandé à Boni Yahi d'auditer la liste électorale, s'il l'a fait. Il ne l'a pas fait, il a été aux élections avec les amis là, ils ont fait KO. Oui ou non, monsieur? C'est ce qui vous a fait. Voilà, c'est pas, voilà, ben voilà, votre chaos était propre. Vous étiez représenté, vous avez fait une union de la nation, vous avez fait un candidat, il n'a pas eu exclusion. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Il n'a pas allé seul aux élections. Il faut comprendre ça. Mon cher ami. Ne confondez pas deux choses qui ne se ressemblent pas. Je ne sais pas pourquoi ça fait touche si fort, mais laisse-moi aller au bout de mes idées. Allez-y. D'accord? Donc en 2011, nous, on a beaucoup exigé que la liste électorale soit auditée à l'époque, y compris, encore mieux que nous étions représentés, on était dedans, on demandait, ils ont refusé. Et puis, on est allé aux élections, ils ont fait KO. Ils ont dit que l'Union fait la nation était représentée. C'est parce que nous, on était dans une opposition sérieuse à l'époque. Et l'opposition sérieuse ne manque pas les élections. Malgré que la machine qui nous faisait face en 2015 et en 2011 était une machine qui ne laissait rien passer, on a été aux élections législatives. On a été. C'est en ce moment-là qu'ils proclamaient 100 ans pour l'FCBE, qui vont faire 100 ans de règne. C'est devant nous, ils ont dit ça, qu'ils vont faire 100 ans de règne, avec la liste électorale qu'ils ont confectionnée à l'époque, qui vont faire 100 ans de règne. On a demandé l'audit de cette liste jusqu'en 2016 pour aller aux élections, on ne l'a pas eu. Vous comprenez? Cela ne veut pas dire que c'est parce qu'ils n'ont pas fait que nous pensons qu'il ne faut pas le faire. Mais il faut qu'on comprenne une chose. Lorsque vous n'êtes pas représenté dans les institutions qu'il faut, vous n'avez pas d'exigence à faire. Ce ne sont pas des exigences qu'il faut... Mais ils exigent ça en tant que qui? Vous exigez ça en tant que qui? Si c'est seulement en tant que parti politique, c'est de votre droit. C'est de votre droit. Mais laissez donc les institutions de la République fonctionner. Ils vont fonctionner. C'est eux qui aviseront. C'est eux qui vont décider de dire oui, c'est nécessaire, on juge ça pertinent parce que la liste qui est en train d'être actualisée aujourd'hui, c'est celle qu'on a utilisée en 2019 qui est en train d'être actualisée. Et celle qu'on a utilisée en 2019, vous avez participé à son actualisation, monsieur. Vous avez participé à son actualisation, s'il vous plaît. J'ai comme impression que nos amis ne sont pas encore prêts encore, une fois, pour aller en compétition. Au lieu de se préparer pour la compétition, au lieu de chercher les moyens pour aller en compétition, ils sont dans du dilatoire. C'est du dilatoire. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que nous avons encore commencé par dire la liste électorale, Vous vous rappelez quand M. Bako était à la tête de la CPS Lépi, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour dénoncer la Lépi à l'époque? Beaucoup de choses se sont mises en place pour dénoncer cela, mais rien n'y fit. Je crois que nous n'allons pas une fois encore perdre les énergies de la République pour discuter ou parler chaque fois des arguments, sinon des alibis un parti politique serait en train de mettre en place pour nous distraire. Nous ne se laissera pas distraire. Nous allons préparer les élections législatives. Les candidats que nous allons rencontrer, nous allons trouver les moyens pour convaincre la population que nous sommes le meilleur. Je vais revenir sur la question des dates. Oui, des dates. Vous voyez, j'ai dit tout à l'heure que quand nous sommes aussi en politique, il faut quand même qu'il y ait un minimum d'éthique, un minimum d'honnêteté. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce que je ne suis pas dedans, ce n'est pas parce que je ne suis pas là que ce qui est fait est mauvais. D'accord? La nécessité de réviser la constitution de notre pays, ça ne date pas de 2016. Combien de fois le président Boni Yahi a élaboré des projets de révision de la constitution? À plusieurs reprises. C'est parce qu'il n'a pas réussi à le faire, ce n'est pas pour cela que personne d'autre ne le fera. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'issue des élections législatives de 2019,
le président de la République a convoqué les acteurs politiques, sinon les partis politiques régulièrement enregistrés dans notre pays, à un dialogue. Et au cours de ces dialogues-là, beaucoup de choses ont été dites. Ils ont retenu à l'unanimité de faire désormais dans notre pays des élections générales. Ce qui veut dire que nous aurons désormais une année électorale. Et si on décide d'avoir une année électorale, il faut forcément aller toucher la Constitution. Et à partir donc de ce dialogue qui a réuni les acteurs de l'opposition comme des acteurs de la mouvance, parce que je sais que les FCBE étaient là et pas des moindres. Et pas des moindres. Donc, après ce dialogue, pour mettre en œuvre donc ces dialogues-là, et c'est les recommandations de cette rencontre, les députés à l'Assemblée nationale ont pris l'initiative d'introduire donc la volonté des acteurs politiques dans la Constitution. Et d'honorer à d'autres choses. C'est ce Parlement qu'on juge illégitime qui a voté la loi d'amnistie qui a permis de libérer des voyous qui ont été arrêtés un peu partout, qui passaient de maison en maison pour brûler les voitures des gens, qui arrêtaient des conducteurs de taxi pour brûler les voitures. C'est grâce à cette loi d'amnistie-là que ces gens-là ont été libérés. Alors, lorsque on revient sur la question des dates, l'alignement des élections, ça nécessite des sacrifices. Mon ami ne dit pas, par exemple, que les députés qui seront élus en 2023, au lieu de faire 4 ans, vont faire 3 ans. Leur mandat a été écouté. Au lieu de faire 4 ans, ils vont faire 3 ans. Les maires que nous venons d'élire, au lieu de faire 5 ans, ils vont faire 6 ans. Tout ça, c'est en réalité pour faire un ajustement, pour que les mandats puissent être alignés. Et pour que les mandats soient alignés, il faut commencer ça un jour. Et pour commencer ça un jour, on est obligé d'écouter pour certains, de rallonger un peu pour certains, pour que tout soit aligné. La Constitution révisée, la Constitution de novembre 2019 dit que le président de la République, que l'année électorale commence par l'élection législative et les élections communales couplées. Et ça commence en janvier. Et déjà en février, nous allons finir avec l'installation des députés et l'installation des nouveaux maires. Dans la même constitution, il est dit que l'élection du président de la République, c'est-à-dire que le dépôt des dossiers de candidature se fera 50 jours avant le lancement de la campagne électorale. Si la campagne électorale, si à 50 jours de la campagne électorale, on se suit, si à 50 jours de la campagne électorale, on doit déclarer les candidatures et que les élections législatives et communales se sont terminées déjà en février, ce qui veut dire qu'il faut compter les 50 jours de déclaration de candidature et les 50 jours à partir de février. Donc à partir de ce moment-là, nous dépassons donc le 6 avril. Voilà un peu ce qui explique le décalage de 6 avril vers mai. Et cela, c'est toujours dans la volonté de faire en sorte que l'année électorale soit respectée. Donc, ce qui est en train de se dire, une fois que c'est une loi qui a été votée, et désormais, il dit que le président de la République va convoquer le corps électoral pour le 5 avril. Voilà encore quelque chose. Je ne dis pas pour le 5. Avant le 6 avril, d'accord? Avant le 6 avril. Mais je voulais vous dire, le président de la République n'a plus besoin de convoquer le corps électoral. Non, pardon, vous êtes dans l'ancien, vous êtes dans le nouveau truc. Mais attendez, au nom de quoi on vote une loi, la loi est promulguée, avant de, nous sommes dans le nouveau truc. Avant de poursuivre, si je vous comprends bien, on remet tout à zéro, c'est ça? Vous avez, même quand vous voulez aller aux élections législatives, vous avez vu, quand la Sénat a sorti la liste, les pièces pour être candidat, vous avez vu les mentions des lois qu'ils ont fait avec là où il faut aller. Vous allez voir que dans certaines pièces, on s'est référé à l'ancien code et au niveau de... Pour certaines dispositions, on s'est référé au nouveau code. C'est pas vrai. Bon, non, vous ne lisez pas. C'est ça le problème. Je vais, avant de poursuivre là, je vais quand même vouloir que tout ce qui concerne... Avant qu'on ne continue. Si vous le permettez... Non, avant qu'on ne continue, je voulais quand même que quand il est question des citoyens béninois, qu'on oublie, qu'on refuse de tuer certains thèmes. J'ai entendu ici des voyous. Les citoyens béninois ne sont pas des voyous. La loi d'amnistie... Un instant, d'accord. On va revenir là-dessus. On va faire une petite transition pub et on revient.
Hé, monsieur. Et votre masque? Oh, mon frère, je suis sain, moi. Et je suis robuste. Covid ne connaît pas costaud, hein. Si tu ne respectes pas les mesures de prévention, tu vas contracter le virus bêtement, gratuitement. Et tu vas mourir. Tu as des personnes âgées chez toi, non? Il y a beaucoup de personnes âgées dans ma famille. Nous vivons longtemps. Le costaud peut bien être porteur de virus sans manifester des signes extérieurs, puis contaminer les personnes qu'il va croiser dans cette boutique, mais aussi et surtout ses parents. Il va tuer tous les vieux de sa famille. Ou bien toi tu veux les perdre tous déjà? Non, jamais. Alors il faut respecter les mesures de prévention. Ok? Le port de masque est obligatoire. Il faut systématiquement laver les mains à l'eau et au savon. Il faut respecter la distance sanitaire qui est 1 mètre. De retour sur ce plateau, M. Assangari, vous aviez la parole. Oui, merci beaucoup. Je disais tantôt que la loi d'amnistie qui a été votée, ce n'est pas une loi qui a permis de libérer des citoyens béninois illégalement arrêtés. J'ai eu la chance de lire le rapport de la Commission béninoise des droits de l'homme. Des gens revenaient ils sont allés suivre des matchs Barça-Real. On les prend sur la voie, on les arrête. Il y a un monsieur dont la femme était à l'hôpital. Il est sorti pour aller payer des médicaments. On l'arrête, on le met, comme on dit, attroupement non armé. Voilà des personnes qu'on a arrêtées. On n'a pas arrêté les voyous, on a arrêté les citoyens béninois parce qu'on veut justifier un fait. Et la loi d'amnistie qui a été votée a permis de camoufler ceux qui ont voté sur des citoyens, ceux qui ont tiré à balles réelles sur des citoyens béninois. Voilà. Donc la loi d'amnistie n'est pas faite, ils n'ont pas voté une loi pour pouvoir sortir des Béninois des prisons parce que c'était des innocents qu'on a arrêtés, mais ça permet de camoufler ceux qui ont tiré sur des citoyens béninois. Et ces citoyens, aucune loi d'amnistie ne pourra les protéger. Tôt ou tard, ils doivent justifier de leur fait. Quand vous avez pris la parole tout à l'heure, vous ne connaissez pas l'histoire. Vous avez parlé de Arif Ari Bako, a été président du CPS Olympique quand? De quoi on parle? Avant 2011. C'était sous Boni Yahi? Avant sous Boni Yahi. Mais avant 2011, G3 qui était un parti d'opposition. Voilà quand vous dites c'est pas le président Boni Yahi n'était pas président du COSLEPI. Arif Ari Bako était un représentant du G13. Parti d'opposition, vous ne connaissez pas. C'est de la majorité, monsieur. Et c'est la même chose. Quand l'honorable Awanvoye Elba était président du COSLEPI, le PRD n'était pas de la majorité présidentielle. Voilà la grandeur du chef de l'État, du président Yahi Boni, qui est capable, pour la crédibilité d'un instrument qui doit concerner tous les Béninois, de laisser l'opposition en ce moment prendre le devant des choses. C'est pourquoi que ce soit Arif Ari, qui n'est venu qu'à la majorité qu'en 2011, or, il était président du CPS avant 2011, qui était de l'opposition. Comme avant Webla, on a essayé quand même de mettre un instrument crédible qui puisse permettre à chaque citoyen d'aller aux élections pour être sûr que l'instrument que nous avons mené aux élections, c'est l'instrument qui a été validé par l'ensemble de la classe politique. Et vous avez dit que, par exemple, que pour que tout le monde avait voulu modifier la Constitution, que le président Yahi Boni a initié la révision de la Constitution. Certes, tous les présidents l'ont voulu, mais aucun président n'a voulu l'imposer à son peuple. Ce n'est pas parce que je le veux. Si l'ensemble de la classe politique ne le veut pas, parce que si vous vous rappelez, pour la Constitution, en 1990, quand on devait aller à la conférence nationale, c'est toute la classe politique qui a adopté les recommandations. Et c'est ce qu'on ne peut, une seule personne, parce que moi je veux, parce que toi tu veux, on peut pas décider et modifier. Il faut forcément que ce que les tests l'ont prévu, que ça puisse être fait de la sorte. Donc aujourd'hui, si c'est à cause de la révision, vous avez laissé des Béninois tomber, c'est-à-dire vous avez fait une grave erreur. Et vous parlez de... Quand on est allé aux élections avec la liste électorale, mais on n'est pas allé aux élections. On n'est pas allé aux élections législatives. Donc quand vous dites qu'on est allé aux élections, on n'est pas allé aux élections. Donc, vous n'êtes pas allé aux élections. L'opposition n'est pas allée. L'opposition n'est pas allée. Non, pas l'opposition, vous. L'opposition n'est pas allée. Non.
c'est UPBR qui est le pouvoir, quel est le parti d'opposition? Vous oubliez, ce n'est pas l'UPBR seul qui était sur la liste. Non, justement, on a connu 2 partis aux élections législatives, l'opposition n'y était pas. Vous avez exclu l'opposition. Donc aujourd'hui, ne nous dites pas qu'on est allé aux élections législatives avec la liste électorale. On n'est pas allé. Donc il faut comprendre que nous devons éviter de créer des tensions dans le pays. Nous devons éviter de prendre des mesures qui puissent écarter la grande majorité des citoyens béninois dans le pays. Nous devons éviter de poser des actes. Il va répondre. De poser des actes pour que demain, le citoyen béninois, un citoyen lambda, ne puisse pas dire mon voisin crée des conditions pour que je ne puisse pas jouir du Bénin aussi. Parce que tout citoyen béninois a les mêmes droits. Mais nous avons remarqué que depuis 2016, tous les citoyens béninois n'ont pas les mêmes droits. Parce que quand c'est une loi qui ne vous avantage pas, vous avez la possibilité d'aller dans votre parlement pour pouvoir modifier. Or, ce n'est pas ça une loi. Une loi, elle est générale, elle est impersonnelle. Allez-y, monsieur Koukou. Une loi, elle est générale, elle est dans votre parlement. J'ai dit dans votre parlement, il faut être clair. Dans votre parlement. Monsieur Koukou a la parole. Merci. Vous savez, si nous allons toujours percevoir la chose politique comme lorsque je ne suis pas là, c'est mauvais, c'est pas bien. Et quand vous dites qu'il faut décider pour les Béninois, qu'il faut que les Béninois décident, ou il ne faut pas décider à la place des Béninois, l'ensemble de la classe politique dont on parle, c'est qui? C'est les partis politiques constitués, monsieur. On ne va pas continuer toujours pour dire, bon, on veut discuter de la politique dans notre pays et éviter les gens qui ne sont pas formels, qui ne sont pas légalement constitués. Vous aurez beau dire tout ce que vous voulez, si vous n'êtes pas légalement constitué, vous ne pouvez pas aller aux élections. Et moi, je dis toujours, le débat politique, c'est pour tout le monde. Mais la compétition électorale reste exclusivement pour les partis politiques. Et si vous n'êtes pas un parti politique, vous n'avez pas réussi à vous constituer conformément à la loi que vous-même, vous avez votée. La loi que vous-même, vous avez votée, à l'unanimité, s'il vous plaît. Que vous n'arrivez pas à vous constituer conformément à cela, c'est votre problème. Moi, je voudrais tout simplement dire que les élections qui se pointent à l'horizon s'organiseront sur la base de la Constitution de novembre 2019 et du Code électoral de novembre 2019. Et ceci, à son article 7, le Code électoral nous dit que sont organisées, de façon couplée, les élections législatives et communales. Et ceci, dans le 2e dimanche du mois de janvier de l'année électorale. Si l'année électorale, c'est en 2026, le deuxième dimanche du mois de janvier, on a déjà les élections communales couplées avec les élections législatives. Et cela nous permet de finir ces élections et installer les députés à partir de février jusqu'en février 2026. Pourquoi? Parce que si on ne finit pas les élections communales et les élections législatives, on ne peut pas lancer l'élection présidentielle. Et si, parce que ceux qui doivent être candidats pour l'élection présidentielle doivent recueillir le parrainage donc des nouveaux maires et des nouveaux députés qui seront élus. Donc voilà pourquoi on ne peut pas lancer l'élection présidentielle ni en janvier, ni en février, en tout cas pas avant l'installation des maires et des députés. Et c'est ce qui justifie donc le fait que pour lancer l'élection du président de la République, la loi a prévu qu'il faut lancer le dépôt des candidatures 50 jours avant l'ouverture de la campagne électorale, tant qu'on sait que la campagne électorale doit durer 2 semaines avant le premier tour. Et que le premier tour de l'élection présidentielle étant fixé donc au 2e dimanche du mois d'avril. On n'a pas besoin. Moi, je voudrais quand même proposer à mon cher ami Wassangari, s'il vous plaît, au sein des démocrates, nous vous prions. Allez en atelier d'appropriation des tests. Appropriez-vous les tests qui permettent d'aller aux élections. Comprenez le fond. Et dites en réalité regardez dedans ce qui ne vous convient pas, ce que vous ne pouvez pas remplir comme condition. À partir de ce moment, vous saurez si vous pouvez aller aux élections ou pas. Et encore mieux. Même si aujourd'hui, on a un chef de file de l'opposition dans le pays, vous le savez très bien, ce sont les FCBE. Aujourd'hui, vous pouvez avoir votre parrainage tout simplement parce que le parrainage n'est pas fermé. Le parrainage n'est pas fermé. Moi, j'aurais voulu, mon cher ami, j'aurais voulu que la prochaine fois, nous nous retrouvons sur ce plateau
Et comme ils disent, nous avons notre candidat qui a parcouru les élus et qui n'a pas pu recueillir de signatures pour le parrainage, que de rester là à dire non, il faut enlever le parrainage. J'ai envie de vous poser une question quand même. J'ai envie de vous poser une question quand même que je m'en voudrais de ne pas vous poser. C'est pas pour vous piéger ou pour vous mettre en difficulté, mais on se dit que si les démocrates voient disent aujourd'hui que la loi est mauvaise, avec tout ce qu'il y a comme grief, mais finalement, qu'est-ce qui vous a incité à vouloir vous conformer à cette même loi? Non, j'espère que vous ne m'avez pas suivi. Vous n'avez pas suivi. Je vous ai dit que moi j'étais pas membre du FCBE. Oui. On s'est engagé pour la mise en conformité du parti à la loi. Et il faut qu'on puisse vous éclaircir une situation. Les FCBE sont aujourd'hui le chef de file de l'opposition. Non, voilà encore une aberration que vous faites. C'est pourquoi je vous dis que c'est une aberration que vous développez. C'est quoi le chef de file? Un parti, on prend un chef de file de l'opposition. Oui. Il n'a pas le décret n'est pas encore sorti. Donc le décret n'est pas encore sorti. C'est pas, je vous avais dit ici, lisez, s'il vous plaît. Et j'ai compris que parce que je vous ai dit que vous voulez trouver une porte de sortie. Vous avez tout le temps répété, vous avez voté la loi. Je défie. On a voté quelle loi? Vous avez dit, dans vos propos, vous nous dites on a voté la loi sur le code électoral. Je dis très bien, oui. Je défie l'Assemblée nationale. On a la chance, vous êtes là, que nous sorte le rapport du vote de cette loi. Quand on dit, si vous voulez que la loi a été votée à l'unanimité. Si vous ne pouvez pas me laisser développer, ça veut dire que vous m'entendez. On peut aller, on peut ne pas se comprendre. On peut ne pas. Je vous dis, mais laissez-moi parler, j'ai la parole. Ou bien laissez qu'on dise la vérité. Comme ne sait pas, il dit je défie qu'on sorte le rapport. Quand on vous dit la loi a été votée à l'unanimité des députés, ce qu'on ne vous dit pas, c'est à l'unanimité des députés présents. Quand c'est à l'unanimité des députés présents, et je dis, si vous avez plus de 60 votants de cette loi, vous pouvez le publier. Ça veut dire que nous sommes en train de faire du faux. La loi a été votée à l'unanimité des députés présents. Et je vais vous éclaircir. Lors de ce vote, il n'y a que le député Mitokpe qui soit resté dans la salle. Parce que déjà, les discussions qu'il y a eu. Pour laquelle des lois? Pour la loi. C'était deux lois. Pour la loi pour le code électoral. C'était la charte politique, la charte des partis politiques. Je vous dis. Et le code électoral. Oui, les deux lois n'ont pas connu plus de 60 personnes qui aient voté. Non, parce que ne trahissons pas. Ne faisons pas de l'allemand pour dire qu'à l'unanimité. Il faut toujours préciser à l'unanimité des députés présents. Nous ferons ce débat. Vous avez parlé de l'année électorale. Dans vos propos, vous nous donnez raison. L'année électorale, c'est quand? 2026. L'année électorale, c'est en 2026. Ce qui veut dire... L'année électorale, ou bien l'année... Qui a dans les réformes, c'est en 2026. C'est-à-dire qu'en 2026, il doit y avoir les élections présidentielles, législatives... Les élections générales. Oui. Mais, et c'est d'ailleurs pourquoi les députés que vous avez votés en 2019, ils ont un mandat après les élections de 2023, vous avez prédit 2023, ils vont 3 ans. C'est ce qui est écrit. Oui. Les maires qui sont élus, ils ont un mandat de 6 ans. Oui. Tout concours en 2026. Le président qui doit être élu pour 2021, si on doit suivre même la logique de votre loi et de votre constitution, ce président devait prêter serment le 6. Et c'est le président qui est élu qui prêtera serment le 6. Parce que celui qui est là a un mandat de 5 ans. Vous allez voir qu'on n'a pas augmenté pour quelqu'un. C'est le président qui va prêter serment le 6, qui va passer service en mai. Pour rester dans la logique. Moi, je ne vous comprends pas. Je ne vous ai pas compris. Vous n'avez pas compris? Non. Vous ne pouvez pas comprendre. Non, je ne vous ai pas compris. J'ai dit l'Assemblée nationale. Pour qu'on passe au... En 2019, les députés dans certaines législatures n'ont pas prorogé leur mandat pour atteindre les élections. Il y a eu organisation des élections qu'on a dit. Mais eux, leur mandat, leur mandat finit en 2023. On est d'accord? Ceux qui sont en 2019. Ceux qui sont élus en 2019. 2023. Mais ceux de 2023 ont un mandat de 3 ans. Parce que 2026, c'est les élections générales. Les élections générales. Voilà. Les maires qui sont élus actuellement. En 2020. Ils finissent en 2026. Ça fait 6 ans. Oui. 2026. Oui. Le président de la République, qui est là actuellement, il a prêté serment pour 5 ans. Son mandat finit le 5 juin. Ce qui veut dire... 5 ans?
le 5 avril, le 6 avril par service. Ce qui veut dire que c'est le président en exercice qui va prendre service le 6 avril, c'est lui qui pourrait bénéficier des 45 jours. Si vous voulez ramener, je vais vous montrer si vous voulez ramener, je vais juste vous montrer. Mais finalement, ça veut dire que si c'est ça, alors l'année électorale commence en 2021. Je voudrais juste vous expliquer. C'est pour vous. Non, vous n'avez pas. M. Ouassangari. Monsieur Ouassangari, suivez-moi. Non, sur ce point, vous n'avez pas compris, je voudrais vous expliquer. On va sur ce point, je voudrais vous expliquer. Vous ne pouvez pas décider. Vous ne pouvez pas décider de proroger le mandat d'un président. On va revenir, monsieur Ouassangari, on va revenir. Il nous reste 5 minutes. Je voudrais vous dire par rapport à ce que vous venez de dire. Si l'année électorale doit se tenir en 2026, il faut forcément que pour les élections présidentielles de 2021, on commence déjà la mise en conformité des dates pour l'élection présidentielle. Ça n'a rien à voir. Monsieur, mais laissez-moi ça n'a rien à voir. Nous allons passer au deuxième sujet. Je vais vous expliquer. Pourquoi un président qui prête service maintenant, qui prend service le 6 avril, pourquoi il ne peut pas faire les 5 plus 45 jours? Ah, donc s'il fait les 5 plus 45 jours, pensez-vous qu'on pourra tenir l'élection présidentielle en le premier tour, le deuxième dimanche du mois d'avril 2026? Mais c'est ce que vous pensez? S'il doit faire les 5 ans plus 45 jours. Parce qu'un président, ce qui veut dire un président qui se donne 45 jours est capable encore de se donner des jours de plus. Nous allons retourner à la régie pour une transition et on revient pour le dernier sujet de ce duel. Voilà, il nous reste à peine 5 minutes pour sortir de ces débats. Nous allons nous prononcer rapidement sur la dernière rencontre, la rencontre de cette semaine entre la Sénat et les députés, où il a été réaffirmé la confidence. C'est vrai que les débats ont été animés, la confidentialité du parrainage. Clairement, un député n'a aucune obligation de publier son parrainage, de vulgariser son parrainage. Qu'est-ce que vous... Je vais répondre à votre question, mais en 1 minute. Oui, je voudrais quand même que M. Ouassangari comprenne que ce n'est pas parce qu'on est sur un plateau de télévision qu'il faut dire des choses. Ceux qui vous suivent aussi sont un peu intelligents. Vous ne pouvez pas dire que si l'année électorale doit commencer en 2026 et que le président de 2021 prête serment le 5 avril, le 6 avril, d'accord, et doit faire 6 avril plus 45 jours, d'accord, 6 avril plus 45 jours. S'il fait 6 avril plus 45 jours, comment est-ce qu'on peut tenir l'élection présidentielle le deuxième dimanche du mois d'avril? S'il fait 6 avril plus 45 jours, comment est-ce qu'on peut tenir l'élection présidentielle le deuxième dimanche du mois d'avril? Parce que le 6 avril, s'il te plaît, c'est moi qui parle. Parce que le 6 avril, parce que le 6 avril, on va pas repartir. Au moins, nous avons tous fait le CM2. Quand on fait 6 avril plus 45 jours, est-ce qu'on est au deuxième dimanche du mois d'avril? S'il vous plaît. C'est pas les élections, c'est pas la mise en œuvre de l'année électorale. Oui. C'est-à-dire dit que si le président prend service le 6 vous ne avril, comprenez pas. on peut engager la procédure Vous ne comprenez pas. vous voulez pas parler des élections. On reviendra sur ce. Les élections peuvent avoir lieu en mars, avril, et la passation de service aura lieu en mai. On reviendra sur ce calcul qui vous passionne. Prononcez-vous sur le dernier sujet. Par rapport, je crois que c'est connu de tous, parce que déjà, les acteurs de la mouvance présidentielle et aussi les élus FCBE et autres, on avait déjà clarifié cela en disant qu'il faut que le parrainage soit libre. Et il faut que le parrainage soit libre et que l'élu de la nation soit en mesure donc de parrainer le candidat qu'il veut. Et pour garantir en réalité la confidentialité, et permettre vraiment à l'élu d'être libre pour parrainer le candidat de son choix, je crois que la confidentialité est le meilleur choix. La confidentialité permet aux députés de ne pas craindre, de ne pas regarder à gauche, à droite avant de parrainer le candidat de son choix. Et je crois que... Visiblement, certains députés souhaitaient qu'un député puisse assumer librement s'il le décide. Mais je peux, vous savez, la Sénat
a l'obligation, se donne l'obligation de garder la confidentialité. Je peux parrainer un candidat et lui dire à ma population, écoutez, c'est tel candidat que j'ai parrainé. Ça là, ce n'est pas la Sénat qui... La Sénat garantit donc la confidentialité. Je crois que c'est ce qui garantit aussi le jeu démocratique pour les élections présidentielles à venir. Et ça, c'est à l'actif des élus de notre pays et à l'actif aussi du président de la République, le président Patrice Talon. Voilà, sur cette même question. Non, je pense que... Bon, c'est vrai que vous ne dites prenons pas pas de parrainage. Mais la question, qu'est-ce que vous en pensez? Pour des gens qui ne comprennent rien, qui non, c'est pas bon, c'est pas sérieux. Parrainage libre. On a déjà vu comment ces élus sont nommés. On a vu comment ils sont nommés. Ce sont nos élus. Vous les avez nommés, on ne peut pas vous refuser de les nommer. Alors, c'est pas parce que vous n'êtes pas dedans que ce sont pas pour désigner les maires. On a vu pour désigner les maires, comment ils sont allés dans leur assemblée modifier, malmener les têtes. Donc, ne nous dites pas. On parle de la confidentialité. Non, c'est pour vous dire que déjà par ce moment, Isaki ne peut pas y avoir une confidentialité. Parce que ceux qui sont là, c'est quelqu'un qui les a nommés, qui les a mis. Ils ont un devoir contre cette personne, ou vis-à-vis de cette personne. Donc, en fait, c'est un faux problème. Vous voyez, les élus dont vous parlez, vous dites qu'ils iront parrainer. Aujourd'hui, je vous nomme. Vous pensez que si le président de la République demande à un des élus... Ils n'ont pas... Vous étiez en audience à la Cour constitutionnelle. Oui, nous étions à la Cour constitutionnelle. Oui. A validé, comme il est de son devoir, l'Assemblée nationale qui devient... donc l'Assemblée nationale, ces députés sont des élus de la nation. Vous savez, ils ont été élus. Vous savez, quand vous dites que la loi a validé, le code électoral avait été validé avant qu'il ne vienne encore modifier. Donc, ce qui veut dire que les députés là, les députés ils peuvent aller toujours modifier. Mais on est sur le code des parrainages, la liberté au niveau des parrainages, la confidentialité qu'ils ont dit. C'est encore une vaste escroquerie. Si aujourd'hui, les députés, les élus qui sont nommés, on leur retire le parrainage, c'est-à-dire le carton qu'on va leur remettre, et que la Sénat nous dit que c'est confidentiel, on ne peut pas suivre, je dis c'est pour nous berner. Pourquoi on ne peut pas, s'il doit y avoir parrainage, encore qu'il n'y aura pas parrainage, pourquoi tous les citoyens bénins ne peuvent pas savoir telle personne à tel moment a parrainé tel? Parce que si vous faites un parallèle avec dans les autres pays, au fur et à mesure que les élus parrainent un candidat, le Conseil constitutionnel fait chaque 2 fois par semaine, dit voilà tel et tel élu ont parrainé tel et tel candidat. Ça permet une transparence. Mais vouloir dire que ça va être caché. Et encore, avec les bruits qu'on entend nous à l'Assemblée, où les députés demandent même combien peut coûter un parrainage, je vous dis quelle réforme. Où on a des députés qui sont là, qui sont censés représenter le peuple, qui sont censés avoir un parrainage libre, demandent déjà le coût d'un parrainage. Ça veut dire alors que c'est un marché, que les gens veulent profiter de ça. Et c'est là que vous devez être les premiers à combattre ce parrainage. Parce que ça ne vous fait pas intègre. Mais ça ne peut pas étonner quand on sait que le chef au sommet aussi ne respecte pas sa parole. Ah oui. Oui. Allez-y. Non, je ne voudrais pas faire de polémique autour de cela. Je suis déjà très heureux que M. Ouassangari suive au moins les débats à l'Assemblée nationale, même si les députés ne sont pas légitimes. Au moins, il suit les débats à l'Assemblée nationale. C'est heureux. C'est heureux. Oui, même les réseaux sociaux, il ne fallait même pas les suivre. C'est heureux quand même de savoir que vous suivez les honorables députés. Je voudrais dire que à partir du mois prochain, nous serons déjà dans une phase beaucoup plus active pour préparer les élections présidentielles prochaines. Et que le jeune Béninois qui a l'amour pour son pays doit se préoccuper de son pays au lieu de se préoccuper des individus. Nous n'allons pas continuer toujours à suivre le vent des individus, le désir des individus. Vous avez vu, on m'a fait ça. Au lieu, il faut lui demander est-ce que tu as respecté les tests du pays. Donc c'est ça qu'il faut suivre désormais. Moi, je voudrais inviter tous les Béninois à la sérénité et que le président de la République, le président Patrice Talon, tient beaucoup au maintien donc, de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. Je crois que les acteurs politiques que nous sommes, nous n'allons pas être le moteur déclencheur des troubles comme certains ont voulu le faire il y a quelques mois, en 2019, à l'issue des élections législatives. Je voudrais inviter tous les jeunes à s'engager pour la paix. Merci. M. Mathieu Koko. Juste
Oui, je dis, tous les acteurs politiques doivent comprendre qu'ils ont une grande part de responsabilité. Aucun développement ne peut se faire dans l'exclusion. Aucun développement ne peut se faire si on n'est pas sincère avec ce que nous-mêmes nous décidons. Nos pères fondateurs, ceux qui ont animé la conférence nationale des forces vives, ils ont quand même voulu créer une société pour que le vivre ensemble soit une réalité. Nous ne devons pas remettre en cause ce vivre ensemble. Il faut permettre à chaque citoyen, où il se trouve, de pouvoir décider de qui sera le prochain président en 2021. Créer des situations et des conflits, c'est remettre en cause cet idéal. Et je pense que la grande majorité des Béninois l'ont compris. Aujourd'hui, chez moi, on dit, on piétine les tests qui donnent avec une fois, mais on ne peut piétine pas les tests d'un aveugle intelligent 2 fois. Et aujourd'hui, le peuple béninois est conscient de ce qui se passe et fera tout pour que les élections prochaines ne soient pas exclusives. Merci, M. Ouassangari. Mesdames et messieurs, nous sommes au bout de ce duel très animé de dimanche, c'est politique. Merci, Mathieu Coco. On espère que ce ne sera pas la dernière fois que vous venez sur notre plateau. Je reste disponible. Monsieur Ouassangari, disons à dans quelques semaines pour... À chaque fois que vous m'invitez, je serai toujours présent. Et ça nous ravit. Ça permet quand même de dire certaines vérités à nos amis. Ça nous ravit également. Merci à vous tous qui nous avez suivis.